Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Lisa Le Tessier, psychologue clinicienne et psychothérapeute, et l'auteur du livre « Comment garder le bénéfice de ses vacances » paru aux éditions Odile Jacob. Chers auditeurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bienfaits de vos vacances s'évaporent si rapidement une fois de retour dans votre quotidien ? Pourquoi, après seulement quelques jours, cette sensation de détente et de bien-être semble s'effacer, laissant place à la fatigue et au stress ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa Le Tessier, psychologue clinicienne et l'autrice du livre « Comment garder le bénéfice de ses vacances ». Dans ce podcast, elle va nous expliquer comment prolonger cette sensation de bien-être et intégrer les bénéfices de nos vacances dans notre vie de tous les jours. Alors, afin de mieux comprendre comment prolonger les bienfaits de ces vacances et intégrer ces avantages dans notre vie quotidienne, nous recevons Lisa Le Tessier. Lisa Le Tessier est psychologue, clinicienne et psychothérapeute, formée aux thérapies cognitives et comportementales, à l'EMDR et à la méditation de pleine conscience. Elle est également thérapeute de couple et sexologue. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Bonjour Lisa. Bonjour Amal. Alors, comment les vacances sont-elles perçues dans la société française ? Les vacances sont perçues comme un vrai sas de décompression, comme une attente permanente entre deux moments de travail. Malheureusement, c'est aussi considéré comme un moment de consommation. Et l'idée, c'est justement que ce ne soit plus un moment de consommation, mais que ce soit un moment de ressources, de détente réelle, de récupération, pour qu'on ne soit plus en apnée entre chaque bulle de respiration. Alors, quels préjugés puis-je avoir autour des vacances et comment les dépasser ? Les préjugés notamment, vous disiez tout à l'heure par rapport à une opportunité de consommation, c'est aussi vu comme ça. Comment je peux dépasser ces préjugés-là ou ces idées reçues ? Alors, il y a les préjugés et il y a aussi ce qu'une espèce de pression sociétale peut imposer. C'est-à-dire, je dois bien réussir mes vacances, je dois absolument partir, je dois faire telle ou telle chose. Mais tout le monde n'est pas fait du même bois, on n'a pas les mêmes besoins. Et d'une période de vacances à une autre, on va avoir des besoins différents. Donc pour dépasser ces premiers préjugés, à savoir où je dois partir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bien de faire, il faut simplement se connecter à ses propres besoins. De quoi j'ai envie là maintenant ? Est-ce que j'ai envie de découverte ? Est-ce que j'ai envie de partir ? Est-ce que j'ai envie au contraire de me reposer sur un transat avec un cocktail et vraiment s'ancrer dans ses propres besoins et pas dans ce qu'on pense que les autres vont penser à notre retour de vacances, sur si on a passé des bonnes ou des mauvaises vacances. Et dans un deuxième temps, il y a aussi les préjugés qu'on peut avoir sur certains lieux. Par exemple, les all-inclusive, c'est vraiment pour les pecnos qui vont faire des crazy signs, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient, alors vous l'avez vu dans mon livre, moi j'adore le Club Med, je m'en cache pas. C'est des super vacances pour moi. Et j'ai beaucoup d'amis qui disaient vraiment le Club Med, tu fais rien, t'es enfermé, etc. Alors que pas du tout. Ça, c'est des préjugés, par exemple. Et puis quand ils y sont allés, contraints et forcés par moi-même, ils ont dit finalement c'est vachement bien, etc. Donc ça, c'est le genre de préjugés. Ou alors, par exemple, le camping, ça j'en parle aussi dans le livre, c'est non, le camping c'est pas pour moi, on se promène avec son papier toilette dans la main, etc. Alors peut-être que le camping c'est plus tout à fait ça maintenant. Donc en fait, avant de poser des préjugés sur certains lieux, allez vous renseigner, est-ce que c'est toujours comme ça ? Est-ce que ça n'a pas évolué ? Est-ce que finalement il n'y a pas une distinction maintenant qui va faire que ça va être plus pour moi ou moins pour moi, etc., etc. Alors, comment se connecter à la réalité de ses besoins en faisant fi des commandements de la société, du regard des autres ? En vrai, ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se connecter à leurs besoins, tout simplement parce qu'ils les ignorent. Ils les ont ignorés pendant très longtemps. Ça s'appelle un schéma d'abnégation, c'est-à-dire on va faire passer les besoins des autres systématiquement avant les siens. Je vais pas détailler sur comment on construit un schéma d'abnégation. Souvent, ça vient de son histoire, parfois ses figures parentales ou ses figures d'attachement. Mais en gros, l'idée, c'est je n'ai pas appris à identifier mes besoins parce que j'ai
toujours coller ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Donc la première étape déjà, c'est d'identifier si on souffre de ce schéma d'abnégation. Si on ne souffre pas d'un schéma d'abnégation, c'est quand même un peu plus facile, mais il faut peut-être commencer par augmenter son niveau de vocabulaire des besoins. C'est pour ça que je propose une liste dans le livre, parce que parfois on se dit « Ah, mais je sens que j'ai besoin d'un truc, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus, exact, etc. » Alors j'en propose une dans le livre. Il y a aussi plein d'autres listes comme la pyramide de Maslow, qui est effectivement certains besoins fondamentaux sont répertoriés, comme la sécurité, la liberté, les besoins fondamentaux, le sommeil, l'alimentation, etc., etc. Bon. Il y a une méditation aussi que je propose dans le livre pour mieux identifier ces besoins. Parce que l'idée, c'est pas simplement de se dire, tiens, j'ai besoin de quoi? Je sais pas, tiens, je passe à autre chose, je regarde mon téléphone en me posant la question. Non. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi-même, se dire, ok, déjà, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Tiens, est-ce que mon corps est fatigué? Ah ouais, je suis un peu fatiguée, je sens là, quand je me fais attention, peut-être que j'ai besoin de dormir un peu plus, ou peut-être que, au contraire, je me sens un peu tendue, donc j'ai besoin de faire du sport. Ok, bon. Alors, au niveau émotionnel, comment je me sens? Je me sens un peu seule, peut-être que finalement, là, j'aimerais avoir plus de liens pendant ces vacances, plus d'échanges, ou j'ai plus envie d'aller faire la fête. Ou au contraire, ah non, là, j'en peux plus, je me sens sursollicitée dans tous les sens, j'ai besoin d'être seule, de silence, etc. C'est vraiment se poser à un moment donné pour se dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et ça, faut le faire à chaque fois, à chaque période de vacances, parce que simplement, encore une fois, d'une période à une autre, les besoins vont forcément changer. Alors, votre livre est un mode d'emploi pour réussir ses vacances. Comment organiser du coup des vacances réussies? Alors, j'aime pas trop le terme mode d'emploi mal, parce que justement, l'idée, c'est pas que ça devienne une pression. Parce que le problème aujourd'hui avec les livres de développement personnel, de bien-être, de je cherche le bonheur et tout ça, c'est qu'en fait, ça finit par culpabiliser de pas y arriver. Donc, ça n'est pas un mode d'emploi, c'est une proposition avec différents types d'exercices et surtout, on prend ce qui nous parle, ce qui nous correspond. Donc ça, c'est une première chose. L'idée, c'est pas de se dire il faut que je suive absolument le protocole à la lettre. Oh là là, j'ai pas réussi à faire mon truc ce matin, c'est foutu. Non, pas du tout. C'est pas grave. Vous le ferez mieux la prochaine fois ou vous le ferez pas. Mais vraiment, c'est au moins d'avoir déjà ça en tête, de se dire tiens, je vais essayer vraiment de considérer ces périodes de repos comme des vraies périodes de repos, de reconstruction et pas de convalescence de toute l'année où je suis complètement épuisée. Donc, après, comment organiser? C'est-à-dire, pour moi, le mot, mais j'ai presque envie de dire, c'est pour toute la vie, en fait, le mot-clé, c'est équilibre. Pour moi, une des vacances qui vont être bien organisées ou plutôt bien équilibrées. Je vais avoir des moments de sport. Je vais avoir des moments où je vais être seule avec moi-même. Je vais avoir des moments de lien. Je vais avoir, voilà. Et en fait, en fonction de vos besoins, encore une fois, on revient toujours à ça, parce que l'équilibre ne sera pas le même d'une personne à l'autre. On n'a pas envie des mêmes choses pour équilibrer sa journée. C'est ça qui va avoir, à la fin des vacances, où on va avoir une impression de « Ah, ok, c'est cool. J'ai réussi à remplir toutes mes jauges de ressources, qui étaient un peu vides. » Combien de temps a-t-on besoin pour pouvoir remplir ces jauges de ressources? C'est quoi une bonne durée pour partir en vacances? Cette question qu'on me pose à chaque fois. Alors, il n'y a pas d'études, on va dire, en tout cas, j'en ai pas trouvé d'études, qui ont évalué le bon temps de vacances. Il y a des études qui ont évalué, par contre, le bon temps de pause ou de micro-pause. J'ai plutôt déduit ça en fonction des différentes études, justement, à la fois du fonctionnement neuro et des micro-pauses. Et j'ai plutôt déduit que pour moi, ça n'engage que moi, un temps de vacances idéal, c'est 10 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Les 3 premiers jours, on va être en fait dans une phase de réadaptation. C'est-à-dire que là, notre cerveau va changer de mode. On passe d'un mode où le cortex préfrontal est en sur-régime à fond les ballons, où on va passer en mode par défaut, où là, le cortex préfrontal va un petit peu se reposer. Il y a d'autres structures cérébrales qui vont un petit peu elles étaient déjà activées, mais elles vont se réactiver un peu plus
comme par exemple le vagabondage mental, la rêverie, la zone aussi un petit peu émotionnelle, mémoire, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours une bonne nouvelle, parce que souvent, c'est pour ça qu'au bout du 3e jour, on a un petit moment de burp, c'est-à-dire de fatigue physique, mentale. Souvent, les couples se disputent aussi au bout du 3e jour de vacances. C'est à cause de ce switchage, en fait, neuro, où tout d'un coup, on va passer dans un autre mode. Ensuite, on va avoir pendant 3 jours un moment de récupération physique. C'est-à-dire que souvent, je ne sais pas si ça vous arrive à mal, mais au bout de 3-4 jours de vacances, on est crevé. On a toute l'excitation de « Ah, ça y est, je suis arrivée, etc. » est un peu passée, et puis pouf, on se détend un petit peu. Donc, on va encore avoir 3-4 jours comme ça où le corps va se recharger. Et encore 3 jours où on va pouvoir vraiment remplir là à fond ces jauges ressources et profiter réellement de ces vacances. Alors, comment lâcher prise sur le besoin de contrôle durant ces vacances ? Comment surmonter la culpabilité que parfois certains peuvent ressentir liée à la détente et voilà, en fait, de lâcher prise sur tout ce qu'on a à faire au travail et qui reste à faire ? Donc le contrôle du travail. Ouais, la charge mentale. La charge mentale. C'est très dur, hein. Ça, c'est le 2e truc qui est compliqué. Je me souviens qu'une journaliste me disait « Mais moi, je ne peux pas fermer mon téléphone pendant ma période de vacances. » Et je lui dis « Mais pourquoi ? Vous avez peur de quoi ?» Et déjà, pour comprendre, pour réussir à lâcher prise, il faut se demander « Qu'est-ce que je dois lâcher ?» Lâcher prise, ce fameux terme ultra galvaudé. Mais pour lâcher prise, il faut savoir ce qu'on lâche. Parce que si on dit « Ah, lâche prise », oui, mais je dois lâcher quoi ? Bon. Du coup, j'arrive pas à lâcher ma boîte mail professionnelle. Bon, très bien, pourquoi ? De quoi vous avez peur ? Et vous faites votre petit scénario catastrophe, et souvent, le bout du scénario, la thématique, c'est souvent la perte. J'ai peur de perdre l'estime de mes collaborateurs, j'ai peur de perdre une émission, un dossier, de passer à côté de quelque chose, j'ai peur de perdre mon boulot, etc., etc. Donc déjà, première étape, identifiez ce que vous devez lâcher. Et puis, la culpabilité de quoi ? De quoi vous êtes coupable ? De prendre du temps pour vous ? Ah, petit schéma d'abnégation. Donc là, on retombe sur nos pattes. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Pour pouvoir travailler sur quelque chose, il faut déjà pouvoir correctement l'identifier. À partir du moment où déjà vous en avez conscience, vous pouvez vous dire « Ok, je ressens ça, j'ai mes petites pensées qui passent dans ma tête, j'accepte qu'elles soient là. J'essaye surtout pas de les rejeter, parce que plus je les rejette, plus elles vont venir s'incruster. Et puis, je vais simplement profiter de l'instant présent et me réancrer dans ce que je suis en train de faire. » Alors, quelle stratégie pour des vacances harmonieuses en famille ou entre amis ? Alors, là, déjà, c'est pas pareil, en famille ou entre amis. C'est vrai. Alors, on va commencer en famille, puisque vous parliez des couples tout à l'heure qui s'embrouillent au bout de 3 jours. Alors, en famille avec enfants, famille sans enfants, famille élargie, voilà. Donc déjà, c'est important parce qu'encore une fois, c'est pas du tout pareil. Famille recomposée. Voilà, famille recomposée. Je pense que ça ferait un livre en soi, hein, les vacances en famille recomposée. Alors, toujours, en fait, ma réponse, j'ai presque envie de dire, elle va être toujours la même, ça va être le mot équilibre. C'est-à-dire, j'équilibre, encore une fois, mes journées. Si je pars, alors on va prendre le cas, on va dire le plus classique, c'est-à-dire je pars avec mon conjoint, mes enfants, et aller éventuellement les grands-parents, comme ça. Ah oui, vous êtes ambitieuse. Voilà. Mais si, parce qu'ils peuvent s'occuper des enfants de temps en temps. On aura une très grande maison, alors. Voilà. Alors voilà, très bonne réflexion, parce que c'est encore pas pareil si on part tous dans la maison ou tous dans un hôtel. Donc en fait, il y a plein de cas de figure différents. C'est très difficile de donner une réponse universelle. Maintenant, encore une fois, ça va être l'équilibre. C'est-à-dire, ok, je suis certes avec mes enfants, mon mari, ma famille, mais est-ce que j'arrive dans ma journée à prendre du temps pour moi ? Est-ce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un moment de silence ? Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est très, très important pour notre cerveau d'avoir des moments de silence. Et quand on part avec sa famille, malheureusement, ces moments se font un peu rares. Donc, n'hésitez pas à vous autoriser à partir 1 heure se balader dans le silence.
sans parler, pour vous ressourcer. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous balader, vous allez faire 1 heure de jardinage tout seul, vous allez à la mer tout seul 1 heure, vous faites quelque chose tout seul. Si vraiment vous n'aimez pas être tout seul, parce qu'il y a des auditeurs qui vont nous dire « Non mais attends, t'es gentil, mais moi j'aime pas du tout être tout seul, au contraire ça m'angoisse. » Ok ? Avec qui vous avez envie d'être ? Ah bah j'aimerais bien partir me balader ou faire une soirée tout seul avec mon conjoint ou ma conjointe. Bon bah faites-le, pourquoi vous le faites pas ? Ah oui, mais il y a les enfants, donc ok, mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre une babysitter juste un soir ? En fait, il y a des familles qui peuvent pas faire ça, clairement. Mais l'idée, c'est au maximum d'essayer de vous autoriser à prendre cette heure pour vous, que ce soit donc seul ou avec votre conjoint ou avec une copine si vraiment vous n'aimez pas être seul. Ensuite, et peut-être qu'on verra tout à l'heure, mais se ressourcer dans la nature, ça me semble très important. Donc, prenez un moment avec votre famille pour aller vous ressourcer dans la nature, aller courir, aller à la plage, aller dans la campagne, aller à la montagne, suivant l'endroit où vous êtes. C'est vraiment très, très important et ça va permettre d'apaiser tout le monde. Mais en amont, et ça, c'est presque même avant tout ce que je viens de dire, avant de partir, essayez d'identifier s'il y a des tensions, tout simplement préalables. Est-ce que j'ai des tensions avec mon époux en ce moment ? Est-ce que je supporte plus mes enfants en peinture ? Est-ce que je pars avec mes beaux-parents, mais qu'en fait, dès que je suis en leur présence, je me prends réflexion sur réflexion et je suis hyper tendue ? Et ensuite, essayez d'anticiper aussi un petit peu comment ça va se passer. Alors, vous l'avez dit en introduction, l'une de mes spécialités, c'est le couple. C'est pour ça que c'était important pour moi dans ce livre de proposer au couple aussi des exercices de communication à faire avant, pendant, pour essayer justement de désamorcer au maximum les éventuelles disputes qu'il peut y avoir pendant les vacances. Parce qu'alors ça, pour pourrir les ressources, et en particulier pendant ces périodes de vacances, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que si vous passez une semaine de vacances avec votre belle famille que vous supportez pas, ça compte même pas en fait. Ne le considérez même pas comme une période de vacances. Vous n'allez absolument pas vous ressourcer. Limite, si vous êtes obligé d'aller, prenez une semaine de vacances derrière pour vous en remettre. Et après, c'est vraiment important de se dire, mais pourquoi je pars avec ces personnes-là ? Notamment, là, je pense plutôt, bon alors des fois on n'a pas le choix quand c'est la famille, mais avec les amis. Ah oui, mais ça fait 20 ans qu'on part ensemble. Ok, mais il y a 20 ans, vous étiez peut-être pas les mêmes personnes. Pourquoi vous partez encore avec eux alors que systématiquement ça se passe pas bien, que vous trouvez que ce sont devenus de vieux ronchons râleurs fachos. C'est une patiente qui m'avait dit ça une fois. Donc, mais pourquoi du coup vous vous obligez à faire ça ? Et en fait, souvent quand on s'autorise aussi à se poser la question, c'est ah bah oui, non, je ne sais pas. Moi, j'aime bien dire toujours, si je rencontrais cette personne maintenant, est-ce que ce serait mon ami ? Si la réponse est non, pourquoi vous restez amis ? Ah oui, mais parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Très bien, mais alors, pourquoi vous obligez à rester ami avec une personne avec qui vous n'avez pas envie, vous n'avez plus rien en commun ? Ça va créer de la souffrance et donc ça va pourrir vos ressources. Comment on fait pour se mettre sur le même niveau de cohérence, par exemple, avec son conjoint par rapport à la famille, à la belle famille et aux différentes loyautés qu'on peut chacun, l'un et l'autre, ressentir rapport à l'organisation de ses vacances ? Parler, communiquer avant, pas une fois que la crise a éclaté. Bon, ok, on part avec tes parents pendant ces vacances. Moi, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. J'ai vraiment envie qu'on prenne du temps à deux. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut faire ça ? Oui, ok. Alors moi, de mon côté, j'ai vraiment besoin de passer du temps avec ma maman parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue et qu'elle vieillit et que je trouve ça important. Ok, pas de souci. On va réfléchir ensemble à comment équilibrer tes besoins et les miens. Et c'est pour ça qu'il y a la communication connectée, notamment si vous avez peur que ce genre de discussion parte en cacahuète. Utilisez cette communication, elle est très facile, elle est très utile pour pouvoir exprimer des choses un peu compliquées. Mais en fait, il faut simplement communiquer. Souvent, les couples, je leur dis, mais est-ce que vous vous êtes dit ça ? Ah bah non, on ne s'est pas dit.
Bah oui, mais l'autre ne peut pas deviner vos besoins si vous l'avez pas dit avant. Comment on fait quand on est, par exemple, là pour le coup, entre amis, devant le fait accompli dans des situations difficiles, qu'on n'avait pas anticipées, où on pensait que, bah voilà, pour le coup, c'est nos potes. Et c'est juste à vivre en vacances, bah c'est plus pareil. Donc comment on fait quand on est devant une situation, des situations compliquées par rapport à la gestion du quotidien, notamment la préparation des repas, oui, tout le quotidien des vacances. C'est un peu compliqué. Parce que, évidemment, souvent, on n'a pas envie de se disputer. Donc, on va rien dire. Donc, on va ruminer. Et à un moment, ça va exploser. Et on va se disputer. Parce que ça va exploser très fort. Donc, encore une fois, je sais, c'est pas drôle, hein, c'est pas très original. En même temps, si. mais en fait, il faut simplement communiquer. Tu sais, le fait que ce soit toujours moi qui fasse le repas du midi commence à me peser un peu. Est-ce que tu penses que on pourrait trouver une autre organisation qui soit un petit peu plus équilibrée ? Par exemple, toi, tu ferais le repas du midi et puis moi, je ferais autre chose à ce moment-là. Voilà. Tu sais, le fait que tu parles souvent de sous et du budget, ça me gâche un peu les vacances parce que moi, j'aimerais bien profiter. Je comprends que ce soit compliqué pour toi et que tu sois angoissée parce qu'en ce moment, c'est difficile financièrement pour toi. Mais est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux ? En fait, parler à quelqu'un, ça ne veut pas dire se disputer. Exprimer ses besoins, exprimer même une critique ou une remarque, n'engage pas forcément une dispute si c'est bien fait. Ce qui va engager une dispute, c'est le ressentiment, la frustration, parce qu'à un moment, ça va exploser. Et là, pour le coup, ça peut avoir des grosses conséquences sur l'amitié. Notre environnement de vie est donc extrêmement important. Les lieux comportent des caractéristiques qui en elles-mêmes ont une influence sur nos états mentaux. André Jolien, Ricard, 2019. Et ça ne s'arrête pas là. Il semblerait même que le simple fait de regarder des images représentant des lieux urbains ait une incidence négative sur notre cerveau et suffise à stimuler notre amygdale dont on connaît l'implication dès qu'il s'agit de prédire un danger ou de répondre à une menace. Bonjour le stress. Sans surprise, si vous contemplez des paysages naturels, c'est l'inverse qui se produit. Ce sont les zones associées à la stabilité émotionnelle, l'altruisme et l'empathie, à savoir le cortex singulaire et l'insula, qui voient leur activité augmenter. CQFD. Bon, je n'insiste pas plus, vous avez compris pourquoi renouer avec la nature pendant vos vacances est une question presque vitale pour la restauration de vos ressources. Les études convergent sur une durée minimale d'exposition de 90 minutes pour en ressentir les bienfaits. Mais il vaut mieux faire 30 minutes de marche dans la nature que rien du tout, parce que vous avez la flemme d'y consacrer 1h30. J'anticipe un peu, mais à votre retour de vacances aussi, il faudra veiller à ajouter un peu de nature dans votre quotidien si vous voulez préserver vos ressources. Je vous en reparlerai dans la 4e partie. Le constat de ce besoin ne date d'ailleurs pas d'hier puisqu'il est présent dans des traditions millénaires comme le shintoïsme. Le shintoïsme nous invite à oublier pour un temps tous nos discours sur le sens des choses pour aller ressentir l'essence de la vie avec notre corps et notre cœur directement auprès de la nature. Chova 2019. Lisa, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que c'est un chapitre qui me tient très à cœur, à savoir la reconnexion avec la nature. Pourquoi ça me tient très à cœur ? Parce que j'en ai souffert moi-même. J'ai habité pendant quasiment toute ma vie à Paris. Et comme je raconte dans le livre, quand je revenais de vacances, j'étais complètement au bout de ma vie à chaque fois. Et je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi, même si je m'en doutais depuis déjà très longtemps. Même petite, je disais à ma maman, je n'aime pas Paris, je veux voir des arbres. Très très jeune. Et je me suis vraiment rendu compte de ce manque de nature, de vert, etc. Et je me suis donc en allée et j'ai déménagé en Normandie il y a maintenant 2 ans. Et ça m'a absolument changé la vie. Et je vais vous dire que c'est par amitié là que je suis venue aujourd'hui, car revenir à Paris est pour moi un grand défi à chaque fois. Et en effet, quand j'ai vu que
le simple fait de regarder une image, on n'est même pas dans je suis au milieu de la ville, au milieu des voitures, donc ça on n'en parle même pas, mais une image de paysage urbain déclenche les zones du stress dans le cerveau. VS, je regarde une photo de nature, ça me déclenche les zones en lien avec la relaxation. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi est-ce que nous, humains, qui avons profondément besoin de nature, on vit au milieu d'immeubles, de voitures et de bruit ? Et ça, pour garder le bénéfice de ces vacances, pour se ressourcer, c'est indispensable de l'entendre. Alors quand je parle de nature, c'est pas forcément aller faire un trek de 3 jours en montagne, hein. Si vous avez un parc à côté de chez vous, allez respirer pendant 20 minutes, regardez un petit peu les arbres. Si jamais vous vivez évidemment en ville, si vous vivez à la campagne, au bord de la mer, c'est évidemment beaucoup plus facile, mais prenez le temps quand même d'y penser, c'est-à-dire d'aller vraiment marcher une demi-heure au bord de la mer, dans la campagne, dans la montagne. Votre cerveau en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Et c'est aussi ça qui nous aspire notre énergie entre 2 périodes de vacances. Quels sont les bienfaits de l'ennui ? Vous en parlez dans votre livre. La créativité. Et ça, c'est très important aussi pour les enfants. Les enfants, ils s'ennuient plus aujourd'hui. C'est pas drôle. La dernière fois, d'ailleurs, c'est très récent ça. Ma fille, pendant que je faisais le dîner, me dit « Ah, mais maman, tu peux me mettre un dessin animé, je m'ennuie un peu. » Je dis, mais c'est génial! Elle n'était pas contente. Hein. Je dis, mais c'est super, ennuie-toi. Mais du coup, trouve quelque chose à faire. Va dessiner, va lire, va faire un jeu, construis un truc, etc. Et après avoir râlé 5 minutes, elle est partie chercher ses petits feutres, ses petits trucs, et elle dit, ah oui, j'ai une idée, je vais dessiner ça. Et on a besoin de l'ennui, en fait, pour développer notre créativité. Ça fait aussi référence au silence. Le cerveau a besoin de repos. Laissez votre cerveau se reposer. On est en constante suractivation. Tout à l'heure, en arrivant ici, je regardais un petit peu les gens dans la rue et il y en avait 3 sur 4 qui marchaient. D'ailleurs, il y en a un qui a failli se croûter en regardant leur portable. Mais autorisez-vous quand même à marcher sans regarder le téléphone. On est sans cesse en train de scroller et moi y compris, je dois faire aussi attention. Je dois être vigilante à ne pas avoir mon téléphone toujours dans les mains. Alors, quelle stratégie adopter pour un retour en douceur ? Quand on arrive dans sa période de vacances, on doit décélérer doucement. Quand on recommence à travailler, on doit réaccélérer doucement. Donc, ça veut dire, je ne rentre pas le dimanche soir pour retourner bosser le lundi en me surblindant mon agenda parce que je me suis autorisée à partir 1 semaine ou 10 jours. Parce qu'en faisant ça, vous allez simplement vous cramer en 3 jours, en 1 semaine, tout ce que vous avez pu accumuler. Il y a des choses qu'on va pas pouvoir éviter. C'est-à-dire quand on rentre de vacances, on va reconnecter avec certaines obligations qu'on a, les projets, les difficultés qu'on peut avoir au travail, le quotidien, ou voilà. Mais ne vous en rajoutez pas tout seul, en vous mettant une pression sur quelque chose qui peut être potentiellement déjà désagréable. Donc, l'idée vraiment d'avoir 2 jours avant de reprendre son vrai travail, c'est vraiment important. Prenez 2 jours pour défaire vos valises, reconnecter à vos mails tranquillement, regardez un petit peu, faites un petit planning. Tiens, demain je vais m'occuper de ce truc-là. Et dans votre planning, évidemment, injectez des doses de vacances, c'est-à-dire des moments pour vous où vous allez faire des choses qui vont vous continuer en fait de vous ressourcer. Comment rééquilibrer du coup sa charge mentale ? Alors pour rééquilibrer sa charge mentale, il faut déjà identifier ce qui nous pompe notre énergie. Donc la première étape, c'est vraiment d'identifier ces aspirateurs de ressources. Une fois que vous avez identifié vos aspirateurs, vous allez faire aussi une liste de tout ce qui vous ressource. Donc toutes les activités agréables, qui vous donnent un sens d'accomplissement. Ça peut être des toutes petites choses, lire un bouquin dans mon bain, écouter un podcast intéressant pendant que je bois mon café, voilà, des choses comme ça. Et une fois que vous avez fait ça,
chaque jour, vous allez veiller à avoir tous les jours une activité ressourçante. Même si c'est quelque chose qui dure une demi-heure, que vous allez faire en pleine conscience, parce que si vous ne le faites pas en pleine conscience et que vous le faites en pensant au dossier que vous allez traiter juste après, c'est comme si vous ne l'avez pas fait. Parce que votre cerveau est en cortex préfrontal, donc il n'est pas du tout en train de se reposer. Ce qui va être important, c'est l'intention aussi qu'on met dans une activité. On m'a souvent demandé est-ce qu'il faut partir pour être en vacances, mais pas forcément. On peut être à l'autre bout de la Terre, dans un pays magnifique, dans un paysage magnifique. Si votre tête allait rester au boulot, c'est comme si vous n'êtes pas parti. Vous n'allez pas vous ressourcer. Donc c'est pour ça que la pleine conscience est vraiment, vraiment importante. Que faire en cas de difficulté pour maintenir les bienfaits de ces vacances ? Ça me rappelle une de mes amies qui est rentrée de vacances. Le jour où elle est rentrée, son fils a déclaré la varicelle. Sa nounou n'était pas disponible. Elle a eu un problème au travail. Et je venais juste de terminer mon livre. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et elle m'a dit, bon alors je fais comment maintenant ? Alors en rigolant, je lui ai dit, bon dans ton cas c'est foutu, il n'y a plus rien à faire pour partir en vacances. J'étais un petit peu embêtée parce qu'effectivement elle les a bien enchaînés. Néanmoins, c'est intéressant d'utiliser quand même les études et ce qu'on sait d'un point de vue neuro pour trouver des choses dans le quotidien. On sait que quand on pense à quelque chose, quand on se visualise dans un endroit relaxant, le cerveau va déclencher tout un tas de mécanismes comme s'il y était vraiment. Donc, au milieu de ce tumulte, prenez un moment pour fermer les yeux et réancrez-vous dans vos périodes de vacances qui viennent de se dérouler, dans des moments justement que vous avez particulièrement appréciés, où vous étiez particulièrement bien. Et faites comme une bulle comme ça de récupération avec vos souvenirs. Et c'est pour ça qu'à la fin de ces vacances, j'avais proposé de construire le coffre des ressources. C'est-à-dire vraiment, symboliquement, de lister ou de l'écrire ou simplement de se le dire dans sa tête, de dire voilà, ce moment-là pendant mes vacances, je l'ai adoré, je me suis sentie bien quand j'ai fait ça, j'avais confiance en moi, etc. Et ancrez-vous en fait dans tous ces moments que vous avez accumulés pour faire face aux difficultés que vous allez avoir. Et encore une fois, n'oubliez pas, malgré le tumulte des problèmes que vous pouvez rencontrer, de toujours réinjecter ces doses de vacances. Ok, vous avez passé une journée pourrie, mais est-ce qu'elle était vraiment complètement pourrie ? À la fin de la journée, essayez de trouver 3 choses positives que vous avez appréciées dans votre journée. Est-ce que vous avez réussi à passer 10 minutes, 20 minutes à marcher dans la nature ou à faire de la méditation ? Est-ce que vous pouvez aller faire 20 minutes de sport pour décharger un peu la tension ? En fait, utilisez tout ce que vous avez mis en place pendant vos vacances pour vous ressourcer pendant l'année. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, Lisa ? C'est un livre très singulier. Un livre pour garder le bénéfice de ses vacances, je n'ai jamais vu. Alors déjà parce que ça me parlait spécifiquement à moi, parce que j'aime beaucoup partir, j'aime beaucoup voyager, et que j'avais moi-même l'impression d'être un peu en apnée entre 2 périodes des vacances. Et puis je voyais autour de moi les gens souvent qui disaient vivement les vacances, vivement les vacances. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on vit que pour les vacances en fait, c'est très triste. Ouais. Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi on n'est pas content quand même d'être là ? Donc ça a commencé à me faire un petit peu cogiter. Et puis je me suis rendu compte en observant mes amis, mes patients, moi-même, que finalement les vacances c'était un concentré de vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on allait se reconnecter à qui on est vraiment, à ce qu'on veut vraiment, mais aussi il y a beaucoup de difficultés qui allaient émerger si ça ne va pas. Par exemple, pour les couples, c'est toujours un bon signe de voir comment ils se comportent en vacances. Des couples qui viennent me voir en thérapie, qui me disent « Ah oui, les vacances, ça a été super, on s'est retrouvés, on a eu des relations sexuelles toutes les vacances, c'était top. » Je me dis « Ah ok, donc il y a un problème de facteur de stress externe qu'il faut apprendre à gérer pour que le couple se préserve. » Et à l'inverse, les couples qui me disent « Non, non, c'était affreux, on s'est pas parlé, on s'est pas rapproché, on s'est engueulé. » Là, c'est plus interne, donc le travail est différent. Donc en fait, je trouve que la période de vacances est révélateur de plein de choses. Et aussi, l'idée, c'était une excuse, j'ai presque envie de dire, pour parler de beaucoup de choses qui créent ce déséquilibre
qu'on ressent beaucoup entre vie pro, vie perso, et qui amène malheureusement, dans les pires des cas, parfois au burn-out. Et en fait, c'est aussi une excuse de lutte contre le burn-out, prévention du burn-out, parce que malheureusement, quand on en arrive à cet état d'épuisement personnel et professionnel, parce qu'on sait maintenant que le burn-out n'est pas seulement un épuisement professionnel, on met très très longtemps à s'en remettre. En moyenne, c'est 2 ans pour se remettre d'un burn-out. Un vrai burn-out. Et donc l'idée, c'était aussi de trouver comment prévenir cet épuisement. Et puis, il y avait aussi une dimension, j'ai presque envie de dire, écologique. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie quand même maintenant. Donc je me suis dit, si on arrive à partir moins souvent et plus longtemps, c'est tout bénef aussi d'un point de vue écologique. On prendra un petit peu moins l'avion, etc. Donc voilà. En fait, il y a plein de choses qui sont concentrées dans ce livre. Lisa, en quoi croyez-vous ? Quelle drôle de question. Waouh. Je crois en la force du lien. Chez moi, le lien est une valeur assez fondamentale. Et le lien amical, le lien professionnel, le lien amoureux. Et je pense que justement, le lien est une magnifique façon de se ressourcer, de se connecter à la joie. Je suis en train de lire beaucoup de livres en ce moment en lien avec la joie. Et malheureusement, parfois, c'est aussi un énorme aspirateur de ressources quand ce lien est toxique. Mais je crois vraiment que le lien peut être réparateur. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Je n'avais pas prévu, c'est moment thérapie, c'est ça ? C'est la thérapie inversée, c'est vous qui êtes sur le... C'est ça, génial, j'adore. Je vais vous dire ce qui m'est venu... Alors, je vais vous dire très, très spontanément ce qui m'est venu dans la tête. C'est mes enfants et mes animaux. Ce qui m'inspire et ce qui m'émeut. Voilà, j'ai la chance d'avoir 2 merveilleuses petites filles. Et j'ai aussi la chance d'avoir des poules, des lapins et une jument. Et je me ressource aussi beaucoup là-dedans. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? La dégradation environnante de plein de choses. Ça m'effraie beaucoup. L'état anxiogène général du monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire un livre qui parlait de ressources, de sérénité, de bien-être, parce que je trouve que c'est assez... ça fait très peur de voir toute cette anxiété environnante. Qu'est-ce qui vous met en colère ? L'injustice. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Le lien, l'amour, les câlins. La nature. Plein de choses qui me font du bien. Votre mantra ou la phrase que vous dites, qui résonne en vous et qui vous met en joie, qui vous fait du bien ? Ça va bien se passer, t'es entourée. Eh bien, merci Lisa. Merci Amal pour cette autothérapie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode passionnant avec Lisa Le Tessier, où nous avons découvert de belles propositions pour prolonger les bienfaits de nos vacances tout au long de l'année. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, pensez à consulter son livre « Comment garder le bénéfice de ses vacances » pour des propositions, des conseils détaillés et des exercices pratiques. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, le bien-être ne se limite pas à quelques semaines par an, mais peut être cultivé chaque jour. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.